Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler du lien entre la lutte pour le communisme et la lutte contre l'oppression des femmes et comment la révolution et ensuite le socialisme va impacter la vie des femmes en général. Donc avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais d'abord commencer par faire une petite clarification sur les termes socialisme et communisme justement. Donc dans ce contexte, le socialisme, ça va être la première partie après la Révolution, où il y a encore un État ouvrier, où il y a encore des restes en fait de l'ancienne société, où pas forcément tous les pays du monde sont déjà passés à la Révolution, etc. Alors que le communisme, c'est vraiment un système abouti, où il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'État, il y a tout le monde entier est sous le même système communiste, etc. Donc en général, là, je vais plutôt parler de socialisme, de ce qui va advenir après la Révolution, parce que c'est ce qui est le plus facile à anticiper. Le communisme, ce sera une société totalement différente. En fait, on peut quasiment pas envisager comment ça va être. Donc voilà, comme ça sera plus clair. Et pour commencer, on va prendre un cas historique, la Révolution russe, puisque c'est l'événement qui allait le plus loin dans le processus révolutionnaire, et donc il y a forcément des leçons à tirer. Donc déjà, il faut replacer le contexte. Avant la Révolution, il y a encore un tsar. C'est une société extrêmement réactionnaire, extrêmement religieuse, où il y a une classe ouvrière quasiment pas développée. La majorité de la société est paysanne, illettrée, très soumise en fait à l'idéologie dominante de l'Église, de l'État, etc. Et toute forme de contestation est très sévèrement réprimée. Donc les conditions en Russie sont extrêmement peu favorables au développement du socialisme et les bolcheviks vont devoir se débrouiller avec ça. Et au final, avec l'isolement de la révolution, ça va devenir complètement mortel pour le développement du socialisme. Mais malgré ça, ils ont permis d'énormes progrès pour la condition des femmes. Et donc, il y a clairement des leçons à tirer pour comprendre comment fonctionne l'oppression et pour que dans notre lutte, on soit capable d'aller encore plus loin. Donc déjà, passons en revue toutes les mesures qui ont été mises en place au lendemain de la prise de pouvoir des révolutionnaires. Alors, l'égalité femmes-hommes est proclamée. Le droit de vote est reconnu aux femmes. À ce moment-là, dans le monde, il n'y a que le Danemark et la Norvège qui ont également le droit de vote pour les femmes. La loi ne fait plus de différence entre les enfants illégitimes et légitimes, hors mariage, ou non. Le dispositif de divorce, il est largement simplifié. À l'époque, la Russie, c'est le seul pays où il existe un droit de divorce aussi complet. Par exemple, il permet de choisir le nom de famille entre celui de la femme ou celui du mari, ou les deux. Par exemple, Trotsky a pris le nom de sa femme après leur mariage. Le nouveau code du travail comprend des congés maternité, un salaire égal et des mesures de protection des femmes et d'amélioration de leurs conditions de travail. L'adultère, comme l'homosexualité, sont supprimés du code pénal, l'autorité du chef de famille disparaît du code civil, et en 1920, l'avortement est légalisé, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Ils vont avoir la première femme ministre du monde moderne, Alexandra Kollontai, et la mesure phare va être mise en place en 1919. Ils vont socialiser le travail domestique via des équipements communautaires, c'est-à-dire qu'ils vont créer plusieurs services publics, des garderies, des cantines, des laveries, pour soulager en fait le travail domestique et qu'il ne soit plus entre les mains des femmes. De cette manière, la révolution va permettre d'acquérir en quelques mois seulement bien plus de droits et de mesures concrètes que ce que le capitalisme était capable de donner à cette même période. Mais surtout, le fait que les femmes de la classe ouvrière participent directement aux soviets, donc à la gestion directe de la production, de la gestion de la société, ça donne la base d'une véritable émancipation des femmes. Mais si on se rappelle du contexte que j'ai donné et qu'on ajoute à ça la guerre civile, le fait que la Russie s'est retrouvée agressée par 21 armées étrangères contre-révolutionnaires, mettre en place de réelles mesures pour l'émancipation des femmes, c'était loin d'être une tâche facile. Il n'y avait pas les ressources économiques nécessaires, mais en même temps, les bolcheviks se rendaient compte que c'était d'autant plus important d'intégrer les femmes à la vie politique et à la défense de la révolution. Et dans cet objectif, les dirigeantes du congrès de Saint-Pétersbourg vont appeler à une conférence de toutes les travailleuses et paysannes avec ou sans parti. Cette conférence, elle va essayer d'aller chercher toutes les femmes du pays, même celles qui sont le plus éloignées des villes ouvrières qui sont le cœur de la révolution. Et c'est grâce à ça que beaucoup de femmes vont se rapprocher de la vie politique, vont s'intéresser au socialisme et rentrer dans le parti bolchevique. C'est aussi comme ça qu'elles vont se mobiliser massivement pour arrêter les forces réactionnaires des armées blanches en s'organisant en milices féminines. À l'automne 1919, toutes les commissions de travail auprès des femmes vont être réunies en une seule section du comité central appelé le Génotdel. Le Génotdel était dirigé par le parti bolchevique, mais les femmes qui animaient les cellules n'étaient pas forcément membres du parti. Et son rôle, c'était d'assurer que la transition vers le socialisme prenne en compte de la meilleure manière qui soit
l'émancipation des femmes. Ses premières tâches, c'était donc d'aller chercher les femmes les moins politisées et de les pousser à s'engager pour le socialisme, de les impliquer dans le parti, dans le travail des soviets et dans l'État, y compris quand leur mari était opposé à ça. Il permettait aussi d'assurer que les soviets prennent en considération les revendications des femmes prolétaires. Parce qu'un État prolétarien ne peut réellement défendre l'intérêt de la classe ouvrière que si son économie, tout son système industriel, tout l'État, etc., est réellement entre les mains des travailleurs et des travailleuses. Parce que c'est vraiment la participation de la classe ouvrière à la gestion du pays qui permet le socialisme. En fait, la démocratie, c'est pas juste une conséquence du socialisme, c'est la condition de son bon fonctionnement. Mais malgré tous ces efforts, les conditions de la révolution vont continuer de s'aggraver. Le pays est ravagé par la guerre, les révolutions en Europe vont échouer et du coup isoler le pays, la révolution russe. Les capacités productives de la Russie à cette époque sont trop arriérées, trop misérables pour tenir le coup encore longtemps. Et ça va mettre un coup d'arrêt net à l'émancipation des femmes. Pour commencer, afin d'essayer de sauver un peu la situation, le gouvernement va mettre en place la nouvelle politique économique, la NEP, qui va ouvrir un peu l'économie au marché. Et en fait, cette mesure, elle aura un effet désastreux sur la condition des femmes. Le capitalisme, même à petite échelle, n'a que faire d'entretenir des services publics, par exemple. Il veut juste renvoyer toutes ces tâches-là aux quatre coins du foyer domestique et laisser les femmes s'en occuper gratuitement. La misère, c'est vraiment le terreau fertile des préjugés et des discriminations. En plus de ça, comme les femmes vont devenir de plus en plus misérables, elles vont arrêter de faire des études. Le chômage des femmes, par contre, va radicalement monter jusqu'à connaître des pics à 80 et 90% et va permettre en fait la réapparition de la prostitution. À propos de cette situation, Trotsky, il écrivait « On n'avait pas réussi à prendre d'assaut l'ancienne famille. Ce n'était pas faute de bonne volonté. Ce n'était pas non plus qu'elle eût une si ferme assise dans les cœurs. Au contraire, après une courte période de défiance envers l'État, ses crèches, ses jardins d'enfants, ses divers établissements, les ouvrières et après elles les paysannes les plus avancées apprécièrent les immenses avantages de l'éducation collective et de la socialisation de l'économie familiale. Par malheur, la société se révéla trop pauvre et trop peu civilisée. Les ressources réelles de l'État ne correspondaient pas aux plans et aux intentions du Parti communiste. La famille ne peut pas être abolie, il faut la remplacer. L'émancipation véritable de la femme est impossible sur le terrain de la misère socialisée. » Et au sujet de la prostitution, il ajoute « Il est impardonnable de parler du triomphe du socialisme tant que subsiste la prostitution. » Pourquoi il dit ça ? Parce que quand Staline va monter au pouvoir, malgré la situation que je suis en train de décrire, il va proclamer que le socialisme est instauré en Russie et que l'émancipation des femmes est accomplie. En fait, la misère du pays et l'isolement de la révolution, c'est les causes qui vont provoquer la montée de la bureaucratie au pouvoir après la mort de Lénine. Staline va rapidement abolir le génode d'elle, puisque plus besoin, vu que le socialisme est accompli et l'émancipation des femmes aussi, mais surtout, la nouvelle direction bureaucratique a besoin d'établir son contrôle sur la société, et à cette fin, la famille joue parfaitement ce rôle-là. Elle divise les travailleurs en cellules refermées sur elles-mêmes, qui va devoir prendre en charge tout ce que l'État n'est plus capable de leur assurer. La famille redevient alors le lieu sur lequel les travailleurs vont s'appuyer pour surmonter les difficultés financières, resserrer le budget et traiter leurs femmes et leurs enfants comme des esclaves. En plus de ça, les femmes se retrouvent à nouveau exclues du parti et de la vie politique et ne peuvent pas construire une réelle force d'opposition à la montée de la bureaucratie. Et puisque la bureaucratie est incapable d'apporter réellement les conditions matérielles de l'émancipation des femmes, à la place, elle va faire des décrets formels qui vont interdire la prostitution, interdire l'avortement, puisque le socialisme est accompli, donc il n'y a plus besoin d'avorter, tout le monde peut prendre en charge sa famille, etc. De la même manière, l'homosexualité va être repénalisée, et petit à petit, toutes les mesures qui avaient été mises en place par les bolcheviks vont être abolies. La presse soviétique faisait l'éloge de la famille, de la maternité, du mariage, élevé comme un principe moral communiste qui viendrait s'opposer à la dégénérescence bourgeoise de l'amour libre ou de l'homosexualité ou des choses comme ça. Et pourtant, il faut quand même noter que la condition des femmes en URSS et dans les pays soviétiques était bien meilleure, proportionnellement à celle des hommes, à celle des pays capitalistes de la même période. Mais maintenant, il ne faut pas tirer une conclusion pessimiste de cette expérience. Au contraire, la révolution en Russie, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de manière générale, pas que sur la question des femmes, à cause des particularités, en fait, des conditions particulièrement difficiles du pays. Mais aujourd'hui, nos conditions, elles sont complètement différentes.
Déjà parce que le capitalisme a eu un aspect progressiste dans une partie de son développement. Il a développé les moyens de production à un niveau phénoménal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de produire tout ce dont on a besoin très rapidement et en très grande quantité. Il a partiellement commencé à sortir les femmes du foyer, pas forcément par plaisir, mais quand il a eu besoin que les femmes rentrent sur le marché du travail avec la guerre, c'était pas si facile de les en sortir. Ensuite, grâce à l'automatisation, le niveau de production qui s'est amélioré, ça a apporté en fait une technologie qui a permis d'émanciper quand même les femmes d'une partie du travail. Et ensuite, parce que il y a eu aussi la compétition avec l'URSS pendant la guerre froide, qui a poussé en fait le capitalisme à faire entrer les femmes dans les milieux scientifiques, dans les milieux sportifs, etc., pour jouer cette compétition, enfin pour prouver qu'ils étaient meilleurs que l'URSS, capables d'apporter tout ce que l'URSS apportait, etc. Et ça, cette compétition-là a poussé à l'émancipation des femmes aussi. Les femmes sont donc aussi en partie de plus en plus présentes dans la vie politique, même si bien sûr ça reste minime sous le capitalisme, mais quand même, on peut le dire, aujourd'hui, la voix des femmes, elle est incontournable. Ensuite, il a quasiment aboli la petite bourgeoisie, donc en fait le fait que la société soit majoritairement composée de petites paysanneries, qui amène avec cette condition en fait tout un tas d'idées réactionnaires. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la majorité de la société, hommes et femmes, font partie de la classe ouvrière. Parce qu'il a eu besoin de travailleurs qualifiés, le capitalisme a également permis de généraliser l'éducation. Aujourd'hui, le niveau d'éducation de la majorité des gens est suffisamment élevé en fait pour que tout le monde soit capable de participer à la gestion de la société démocratiquement. Et enfin, le marché mondial a rendu les pays du monde si dépendants les uns des autres qu'aujourd'hui, la moindre crise, que ce soit crise économique, mais aussi une crise révolutionnaire, a un impact direct partout dans le monde et peut très rapidement créer une vague d'épidémies révolutionnaires. Donc comme je le disais, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on est sont totalement différentes que les conditions dans lesquelles les bolcheviks ont dû faire la révolution en 1917 en Russie. Et en fait, aujourd'hui, le socialisme est à portée de main à condition qu'on mène cette lutte acharnée contre le capitalisme et pour le socialisme. Aujourd'hui, si les femmes et toutes les personnes qui sortent des normes de genre, donc les personnes LGBTI, si ces personnes elles continuent d'être opprimées, c'est parce que on vit dans une société qui promeut la compétition et qui vit dans une totale misère. Et ça, c'est créé artificiellement par le capitalisme, par le marché, pour la recherche de profit. Donc la tâche primordiale des communistes, comme c'était le cas pour les bolcheviks, c'est de s'attaquer à la dépendance économique des femmes. Avant tout, il faut assurer tous les besoins nécessaires à la vie à tout le monde. Sans ça, en fait, il n'y a rien qui peut être construit. Donc s'assurer que tout le monde ait un logement, puisse avoir un travail avec un bon salaire et accès à toute la nourriture dont il a besoin, accès à tous les soins de santé psychologiques et physiques dont il a besoin, chose qui paraît complètement banale, mais le capitalisme, avec toute la richesse qu'il est capable de produire, n'est pas capable de nous apporter ce strict minimum. Par exemple, rien qu'avec ça, on supprime le fait que des femmes puissent rester avec des hommes parce qu'elles ont peur de se retrouver sans rien, ou alors avec des enfants sur les bras, mais pas de ressources financières pour les élever. À partir de là, que ce soit parce qu'elles ont juste envie de vivre toutes seules ou parce qu'elles vivent avec un mari violent, le système économique sera favorable à leur indépendance. C'est pareil pour la prostitution. Déjà, si on assure ces conditions de vie de base, on limite complètement les risques de devoir se retrouver à se prostituer. Parce que les crises, la hausse du chômage, historiquement, ça s'accompagne de l'entrée des femmes dans la prostitution, de la hausse des violences domestiques, ce genre de choses. Le socialisme met fin à la dépendance financière qui pousse à se soumettre corps et âme au désir et à la violence des hommes. Bien sûr, ça doit s'accompagner de la liberté totale de circulation et d'installation. N'importe qui s'installe sur un territoire doit avoir les mêmes droits que n'importe qui d'autre, sans condition, afin d'éviter que quelqu'un puisse abuser de sa condition de précarité. Maintenant, la question du travail. Donc déjà, si on prend les forces productives actuelles et qu'on y ajoute l'efficacité de la planification socialiste de l'économie, il faut se dire que la productivité et l'automatisation feraient un bond énorme. Si en plus de ça, on supprime tous les emplois inutiles, du style banquier, publicitaire, commercial, assureur, tout ce qui est là pour juste nous extorquer de l'argent et nous exploiter davantage, on pourrait réduire le temps de travail nécessaire qui existe dans la société et répartir ce temps de travail nécessaire entre tout le monde. De cette manière, on travaillerait beaucoup moins en temps, mais par contre, notre travail aurait une réelle valeur dans la société. Il servirait vraiment à construire ce dont on a besoin
les services dont on a besoin, de manière à améliorer les conditions de vie de la majorité, de tout le monde en fait. Le temps libéré, il pourrait donc nous permettre de juste mener nos loisirs, de passer plus de temps avec les gens qu'on aime, mais aussi et surtout de participer activement à la vie politique et culturelle de la nouvelle société. Comme on l'a vu, pour que la planification socialiste serve au mieux les intérêts des gens, c'est essentiel qu'un maximum de personnes participent réellement, qu'ils aient le temps d'y réfléchir. Pour détruire les préjugés sur les femmes, sur les personnes LGBTI, c'est essentiel que ces personnes-là, elles participent à la gestion de la société, alors que si les femmes sont chargées de s'occuper du foyer, ça c'est impossible. Et on ne peut pas avoir une véritable société démocratique en se passant de la moitié de la population. Donc la deuxième tâche essentielle, c'est la socialisation des tâches domestiques. Ça signifie que les tâches ménagères et le soin des enfants et de ses proches ne doivent plus retomber sur les épaules exclusives des femmes au sein du foyer domestique, mais doivent être pris en charge par l'ensemble de la société. Et ça nécessite de développer un large réseau de services publics sur l'ensemble du territoire. Dans chaque quartier, dans chaque village, il doit y avoir des services de ménage, des laveries automatiques, des crèches, des garderies, des centres de loisirs, des maisons de retraite, des cantines, etc. Et quand je parle de ça, je parle pas des services horribles qu'on a sous le capitalisme avec des cantines qui ont pas de goût, des services à la personne qui sont parfois maltraitants parce qu'en fait on doit gérer un maximum de personnes avec le minimum d'argent parce que c'est que des logiques de rentabilité qui dirigent ces services-là. Non, je parle de services de qualité où on a suffisamment d'employés, où ces employés sont réellement formés, où le personnel tourne régulièrement pour pas être épuisé, où les locaux sont adaptés aux besoins du service en question, où on a suffisamment de moyens, etc. Et bien évidemment, le fait de mettre en place ces services, ça veut pas dire que vous n'aurez pas le choix. Bien sûr, si vous avez envie de cuisiner pour vous-même, si vous avez envie de faire votre petit ménage, vous aurez le droit. Mais ce sera plus une obligation qui enferme les femmes au sein du foyer. Prenons un peu plus de temps sur la question des enfants, parce que c'est un bon exemple de comment fonctionne le socialisme et de comment ça pourrait complètement bouleverser notre réalité actuelle. L'objectif du socialisme, c'est bien de briser la cellule familiale où les femmes sont exploitées et enfermées et qui se construit en opposition avec la communauté sociale. Sous le capitalisme, cette cellule, elle est nécessaire, y compris pour les prolétaires, pour survivre à ce système. Mais sous le communisme, elle devient une entité réactionnaire. Le système communiste s'appelle justement comme ça parce qu'il fonctionne comme une communauté, c'est-à-dire que la communauté, le système, prend en charge les besoins de chaque personne, peu importe à quel point c'est compliqué, à quel point ils ont des besoins spécifiques, et en échange, chaque personne essaye de participer à la vie de la communauté et au bien-être de l'ensemble de la communauté à la hauteur de ses capacités. Et donc dans cette logique, il n'y aurait plus de raison que les enfants soient la propriété exclusive des parents qui auraient absolument tous les droits sur eux. Puisque comme pour tous les autres membres de la communauté, la société assure aux enfants que leurs besoins, que leur sécurité sera pris en charge de la meilleure manière possible. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai. Et je dirais même que pour une tâche aussi compliquée que élever un enfant, que l'accompagner en fait dans son développement, dans sa construction en tant qu'être humain, il vaut mieux que ce soit accompagné par les personnes les plus compétentes possibles. Et pas juste à la bonne chance de dans quelle famille tu vas tomber. Sous le capitalisme, les enfants qui sont issus de familles pauvres ou stigmatisées, ils sont complètement laissés à l'abandon. Les enfants placés sont quasiment livrés à eux-mêmes, voire souvent ils revivent des maltraitances, alors que sous le socialisme, l'éducation des enfants serait prise en charge par le système entièrement par les personnes les plus capables. De cette manière, le destin des enfants ne dépend plus du hasard et les parents ne se retrouvent pas obligés de mettre en pause toute leur vie pour se consacrer uniquement à l'éducation de leurs enfants. Je sais que pour les plus sceptiques, c'est une idée qui peut faire un peu peur, mais il faut pas vous imaginer une vision orwellienne de la chose où on viendrait vous enlever vos enfants de chez vous pour les mettre dans des institutions où ils devront tous être pareils et où on a une espèce de jeunesse hitlérienne. L'idée, c'est que, bien évidemment, si vous avez envie d'avoir un lien fort avec votre enfant, vous pourrez avoir un lien fort avec votre enfant, c'est même encouragé par la société. En fait, l'idée, c'est même de briser les barrières qui font qu'on a le droit d'aimer à fond son enfant, mais on n'en a rien à faire des autres et on les laisse, s'ils sont à l'abandon dans la société, tant pis pour eux. Au contraire, là, l'idée, c'est que tous les adultes sont responsables aussi des enfants et sont là pour les aimer. Enfin, les besoins d'un enfant, c'est aussi d'être aimé. Et donc, bien évidemment, ça veut pas dire qu'on sépare les enfants de leur famille, en fait. C'est juste que
leurs besoins primaires sont assurés par la société, et ça veut pas dire que le lien familial peut pas être très fort, et même au contraire, puisque, comme on l'a dit avant, le temps de travail est largement réduit, bah ça laisse plus de temps pour passer du temps réellement de qualité avec son enfant. L'idée, c'est de briser cette idée qu'on doit aimer son enfant et sa famille envers et contre tout le monde, qui est hostile en fait à nous, ce qui est le cas sous le capitalisme, mais sous le communisme, l'idée c'est que, en tant qu'adulte, je suis responsable de prendre soin de tous les enfants de ma communauté. Il ne s'agit pas non plus de faire des enfants qui seraient tous pareils, de les uniformiser, de leur imposer en fait une norme où ils perdraient leur identité. En fait, c'est l'inverse, en abolissant complètement la recherche de profit qui pousse à créer des modes, qui pousse à créer des normes, etc. sous le capitalisme. En fait, ça serait pour la première fois la possibilité pour les enfants de se construire par leur propre identité personnelle et sans avoir à subir une pression en fait à correspondre à une norme imposée de l'extérieur qui sert les intérêts d'une économie. Pour la première fois, chaque personne pourra explorer son expression personnelle, ce qu'elle a réellement envie d'être, d'une manière qui n'a jamais existé dans l'histoire en fait. Donc voilà, en fait ce que je veux dire c'est qu'en développant cet exemple, on voit bien comme on peut partir de chaque petit élément de la société qui pourrait nous paraître banal, et en fait on se rend compte à quel point le changement des conditions économiques changerait radicalement nos rapports sociaux, notre psychologie, tout ce qu'on connaît en fait, de la manière dont on le connaît aujourd'hui. De la même manière, l'éclatement de la cellule familiale, ça éclaterait aussi l'obligation de former un couple fidèle pour la vie, avec un homme, une femme, etc. Puisque les femmes n'ont plus de crainte de se retrouver toutes seules, sans aucun soutien, avec des enfants sur les bras. Il n'y a plus d'isolement social. Chaque personne est un membre actif de la communauté. Tous les espaces de loisirs qui aujourd'hui sont payants deviendraient dans un premier temps peu cher, puis ensuite gratuit, tout ce qui est espace festif, bar ou des trucs comme ça. De cette manière, toute notre estime, notre raison d'être, notre besoin d'affection n'aura plus à reposer exclusivement sur notre partenaire. Bien sûr, encore une fois, ça veut pas dire que vous serez obligé de vivre seul, ça veut dire que la société n'imposera plus un seul modèle d'organisation de vie. Évidemment, vous pourrez toujours vivre en couple, exclusif avec votre amoureux ou votre amoureuse. Mais vous pourrez aussi vivre seul, vous pourrez aussi vivre avec des amis en colocation, vous pourrez aussi vivre avec vos parents, ou vivre chacun avec votre espace personnel mais avec aussi des parties communes, ou alors avec plusieurs amoureux. En fait, les seules limites qui seront imposées, ce sera juste les limites matérielles et les désirs de chacun. Alors, l'union des personnes ne dépendra plus des considérations matérielles, économiques, mais dépendra seulement du respect mutuel et du réel amour porté l'un envers l'autre. Maintenant, je sais bien que quand on parle de mettre fin aux racines économiques du sexisme, il y a toujours des gens qui sont un peu sceptiques, genre ok, d'accord, mais est-ce qu'il restera pas quand même des préjugés, du virilisme, de la violence en fait qui est ancrée dans notre psychologie depuis des années et des années. Bien sûr, quand les préjugés sont aussi profondément ancrés dans notre psychologie, ça peut paraître difficile d'imaginer qu'on puisse un jour s'en séparer. Mais les êtres humains, même si parfois ils peuvent se montrer extrêmement conservateurs, ne sont pas complètement immuables. Au contraire, en fait, notre psychologie, elle est profondément transformée par les grands bouleversements historiques ou de notre vie personnelle, mais aussi par l'habitude, et enfin par le jugement social. Pour être dans une société socialiste, ça veut dire que les gens ont traversé une lutte révolutionnaire. Et ça nous change profondément. C'est-à-dire qu'il a fallu se rendre compte qu'on avait le même objectif, les mêmes intérêts, qu'on avait besoin d'être unis pour mener une même lutte, que tous nos préjugés, tous nos blagues discriminantes, etc. servaient davantage les intérêts de nos ennemis que nous-mêmes en fait. Et en plus, ça pousse des gens qui vont pas forcément se retrouver dans les mêmes milieux à travailler ensemble pour une cause commune. Et ça peut briser déjà un tas de préjugés. La deuxième épreuve que devront traverser les préjugés sexistes, homophobes, etc., c'est d'un côté le changement de la superstructure et ensuite le jugement social. Donc, juste pour clarifier, la superstructure, c'est tout ce qui est produit par l'infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est la base économique d'une société, par exemple aujourd'hui le capitalisme, le fait que le capitalisme va exploiter des travailleurs au sein d'une entreprise possédée par un capitaliste, va devoir en extorquer le plus de profit, etc. Donc ça c'est l'infrastructure, c'est la base matérielle de la société.
Et cette société, ce système économique, il va produire toute une forme de culture, de croyances, de religion, de manière de se comporter, d'organisation de la vie privée, etc., qui servent son intérêt. Et donc quand on change l'infrastructure, on change nécessairement la superstructure. Dans une société, comme le capitalisme, où les femmes sont systématiquement enfermées dans les foyers, méprisées, tout le temps rabaissées par la culture, par la publicité, c'est facile en fait de considérer que les femmes valent moins, qu'elles sont incapables d'un tas de choses, qu'on peut les maltraiter, ou même qu'on peut les objectiser ou les marchandiser. Mais dans une société qui n'a plus aucun intérêt à tout ça, dans une société où les femmes et les personnes LGBTI font pleinement partie de la vie démocratique de la société et aussi de sa vie culturelle, où la révolution a rendu méprisables les anciens préjugés qui nous divisaient, est-ce que ce serait aussi facile de maintenir nos préjugés, nos croyances, nos discriminations? Ou en tout cas, est-ce que ce serait aussi facile de se permettre de les exprimer? Si au lieu de l'impunité judiciaire, du soutien des politiciens, des médias, les agresseurs, ils se retrouvaient directement face à la communauté qui serait composée à moitié de femmes, qui devaient décider de leur sort, c'est probable qu'ils y réfléchiraient à 2 fois quand même. Et enfin, le dernier truc qui amènerait cette transformation, c'est tout simplement le temps. L'habitude de vivre dans une société qui ne tire plus aucun intérêt de la misogynie et de la LGBTI-phobie, et qui au contraire les méprise, mais plus encore par juste les générations qui passent, générations qui en plus sont élevées par la communauté et plus forcément par les idées directement de leur famille. Et en réalité, les idées, elles évoluent très vite. Si on voit même dans la société capitaliste, il y a une génération avant, c'était normal de mettre des claques à ses enfants. Aujourd'hui, c'est quand même assez choquant pour la plupart des gens, et en tout cas, c'est interdit. C'est pareil, il y a quasiment personne aujourd'hui à qui ça viendrait à l'idée d'interdire aux femmes de porter des pantalons. Donc imaginez dans une société socialiste où tout a été complètement bouleversé. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ok, c'est super sympa tout ça, j'espère que vous dites ça, mais comment on finance ? Là, on revient à la base même du socialisme, à pourquoi il est absolument nécessaire de mener une révolution. On vit dans une société extrêmement riche. On produit plus de nourriture, de vêtements, de marchandises que ce qui est nécessaire pour satisfaire les besoins de toute la population mondiale. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de toute cette production, on crée toute une richesse qui est accaparée par les capitalistes, le profit. La quantité de profit qui est accaparée, volée à la classe ouvrière par les capitalistes, elle est énorme. On parle de milliards et de milliards d'euros. C'est colossal. Et cet argent, il est utilisé à quoi ? À maintenir leur place dans la société, voire à rien en fait. Donc oui, on a largement les moyens de financer un tel programme. Mais pas si les capitalistes continuent de privatiser cette plus-value et de nous forcer à produire n'importe comment pour au final jeter toute la production et juste polluer la planète et pas servir nos besoins. Donc clairement, la condition nécessaire à une véritable émancipation des femmes, c'est avant tout le renversement du capitalisme.